Anne m'avait proposé de parler de cognition et traitement de l'information. J'ai répondu favorablement en sachant que je dirais à la fin qu'on ne traite pas de l'information. Et donc j'ai pris l'option dans cette présentation de faire une présentation à la fois historique, épistémologique et expérimentale. Voilà. Donc, quand on pose la question du traitement de l'information, en fait, on est face à une opposition qui pourrait se résumer ainsi, traiter de l'information ou construire de l'information. Généralement, et depuis les années 50, avec ce qu'on a appelé la révolution cognitive, nous sommes tous, sauf moi et quelques-uns, dans le traitement de l'information. C'est-à-dire on fait l'hypothèse qu'il y a de l'information dans le monde et que le système cognitif doit la capter, puis la traiter pour lui donner du sens. Quand on considère qu'on n'est pas dans cette position-là et que l'on construit de l'information, c'est l'idée que c'est l'activité et les intentions d'action qui fabriquent de l'information. Donc c'est deux points de vue totalement opposés qui en fait prennent l'origine dans la cybernétique avec ce qu'on a appelé la révolution cognitive qui n'est autre que l'application en psychologie de la cybernétique dite de premier ordre, donc avec les systèmes observés de Wiener. Je rappelle un petit peu ce que c'est. L'idée c'est qu'il est possible de confirmer que la réalité existe indépendamment de nous en établissant une correspondance entre cette réalité et nos représentations internes. Donc nous sommes capables, ou nous serions capables, puisqu'il y a quelques années maintenant que je remets en cause cette position, nous serions capables de nous représenter le monde grâce à une capacité d'abstraction. Donc très rapidement, si je vous présente cette image, dans une conception dite représentationnaliste, par un phénomène de transduction, on va transformer toutes les dimensions sensorielles qui nous parviennent en voyant cette image en redescriptions amodales, c'est-à-dire des descriptions qui perdent toute leur sensorialité dans un système de représentation abstraite. Le problème, c'est que dès lors qu'on a affaire à des représentations abstraites qui sont totalement coupées et du monde et de l'individu qui a été en interaction au monde, ces informations abstraites n'ont plus de sens. Et qu'est-ce que c'est qui donne le sens? C'est le fait que l'on fasse l'hypothèse qu'il existe une grammaire, dite grammaire mentale, qui, appliquée aux symboles abstraits, permettrait à l'individu de créer du sens. Et une fois le sens créé, les commandes motrices sont envoyées pour que l'individu puisse faire les actions. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le computo-symbolisme, computo-traitement symbolique de symboles. D'accord? Avec une conception très linéaire de cette approche de la cognition humaine. La conséquence du point de vue de la psychologie cognitive, c'est que ceux qui se sont inscrits dans cette approche-là ont essayé de décrire avec le plus de précision possible le stimulus, sa structure, puisque en fait l'idée c'est que c'est l'extérieur qui est porteur d'informations, donc plus on sera capable de décrire avec finesse le stimulus, plus on comprendra ce que l'individu traite véritablement. Et corrélativement, étant donné que c'est la grammaire qui permet de donner du sens, on s'est attelé à essayer de décrire des opérations mentales qui permettraient de rendre compte de ce traitement de l'information pour faire émerger du sens. Malheureusement, pour ceux qui sont encore dans cette conception-là, et il y en a beaucoup, mais malheureusement, nous ne sommes pas un ordinateur. Parce que vous l'avez compris, cette conception reprend l'hypothèse que nous traiterions de l'information comme un ordinateur, mais comme un ordinateur
qui n'aurait pas lu tout ce qui a été fait en cybernétique. Parce que vous verrez que tout à l'heure, il y a une cybernétique de deuxième ordre qui dit des choses totalement différentes. Et donc, dans la littérature psychologique, depuis les années 30, on sait qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, là, je suis à peu près persuadé que vous voyez tous une étoile alors qu'il n'y a rien. D'accord ? C'est votre système cognitif qui fabrique ce que vous voyez, il n'y a rien. De la même manière que là, vous risquez, et j'espère que ça ne va pas vous donner envie de vomir, vous risquez tantôt de voir un individu de profil, tantôt de face. Est-il de profil, est-il de face ? Je ne me risquerai pas de répondre à cette question. D'accord ? Ça, c'est au niveau de la perception visuelle. Il en est de même au niveau de la mémoire, avec des incompréhensions que vous connaissez tous de la vie de tous les jours. Y a-t-il un ou deux éléments sur cette image ? Là aussi, je ne donnerai pas ma réponse. D'accord ? Et ensuite, au niveau de la mémoire, on sait un certain nombre de choses. C'est le fait que toutes nos expériences passées modifient nos expériences présentes et les expériences présentes modifient nos expériences passées. Ce qui veut dire qu'en matière de mémoire humaine, puisque j'y travaille dessus depuis une trentaine d'années, je suis à peu près persuadé que lorsque je dis « je me souviens d'eux », je ne suis pas sûr de me souvenir de grandes choses. D'accord ? Alors, donc on sait en fait depuis les années 30, avec quelqu'un qui s'appelait Bartlett, que nos connaissances ne sont que des constructions et des reconstructions. D'ailleurs, quelque chose qui se modifie en permanence, et je vous ai mis là une diapositive qui relate les travaux célèbres de Loftus, où dans cette expérience, on demandait au sujet de dire s'ils avaient vu la vitre brisée. Et il n'y avait bien sûr pas de vitre brisée. Sauf que suivant la consigne qu'on donnait au sujet, est-ce que vous avez vu la vitre brisée quand les deux voitures se sont rencontrées ou quand elles se sont percutées violemment? Quand vous dites elles se sont percutées violemment, 80% des personnes voient la vitre brisée alors qu'il n'y a pas de vitre brisée. D'accord ? Ça, c'est des travaux qui sont maintenant connus et qui datent des années 75. Alors, on doit s'interroger sur la question des représentations et de la notion de représentation. Dès lors qu'on a travaux qui montrent que le système cognitif humain ne ressemble peut-être pas tout à fait à un ordinateur, qu'en est-il des représentations ? Et je reprends là un exemple que vous trouverez chez Varela, qui est comment un martin-pêcheur fait-il pour attraper un poisson ? Alors, soit on considère que le martin-pêcheur a dans sa mémoire codé génétiquement depuis sa naissance l'équation de Descartes sur la réfraction de la lumière, et à ce moment il sait très bien que lorsqu'il voit un poisson à cet endroit, il n'est pas à cet endroit-là, d'accord ? Soit il passe par un autre processus qui a été mis en évidence par quelqu'un qui s'appelle Donald Hebb et qui a donné lieu à ce qu'on appelle le connexionnisme, c'est-à-dire l'idée que le cerveau humain est en interconnexion complète et qu'il est capable à tout moment de modifier ces interconnexions. La conséquence de cette position dite connexionnisme du cerveau humain, c'est que le monde change en permanence, puisque le cerveau se régénère en permanence et les connexions en permanence, on ne voit jamais deux fois la même chose. D'accord ? Donc l'idée qui va naître de cette approche connexionniste, c'est que nos connaissances, en fait, ne sont pas stockées de façon abstraite, ce ne sont pas le résultat de l'abstraction d'un monde extérieur, nos connaissances émergent, au sens fort du terme, des interactions réciproques entre les éléments dans un système dit auto-organisé. Alors, depuis quelques années, en fait, on va dire depuis une vingtaine d'années, avec les travaux de quelqu'un dont j'ai donné le nom tout à l'heure, Varela, on va assister au sein de la psychologie cognitive et moyennement des sciences cognitives à ce qu'on va appeler la révolution énactiviste. La révolution énactiviste, en fait, elle encore, s'appuie
sur la cybernétique. Mais une autre cybernétique qui a vu le jour dans les années 50, mais dont on ne parle pratiquement pas, qui est la cybernétique dite des systèmes observants, et qui veut que la croyance à une réalité extérieure à nous naît des corrélations de nos expériences sensorielles via notre motricité. C'est-à-dire l'idée que c'est nous qui construisons le monde ne s'impose pas à nous. Et donc, je reprends, quand je parle de cela, pardon, j'ai appuyé trop vite, je reprends une phrase célèbre de von Foster, qui est en fait le père de la deuxième cybernétique. Pour résoudre cette question, combien y a-t-il de mots dans la phrase? Il faut que vous intégriez dans la phrase les conséquences mêmes de la réponse que vous allez donner, sinon vous ne trouverez jamais le nombre de mots qu'il y a dans la phrase. Et donc, il y aura une interrogation à la fin pour que vous trouviez combien il y a de mots dans cette phrase. Donc, c'est ce qu'on va appeler la naissance de l'énactivisme. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je reprends là une phrase de Varela. Hein. La cognition humaine n'est pas une machine à se représenter le monde. La cognition humaine, c'est-à-dire le couplage entre un cerveau et un corps, contribue à l'événement conjoint du monde et du sujet dans le monde. D'accord? Ça, c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle le principe d'émergence. D'accord? Il y a quelque chose qui se construit ici et maintenant en fonction des contraintes environnementales et des contraintes corporelles du sujet. La conséquence de cette approche, c'est que la cognition humaine doit être considérée comme un système ouvert, au sens physique du terme, c'est-à-dire, dans le cas de la cognition humaine, ouvert à la fois sur un corps qui l'incarne, mais aussi sur un environnement qui le situe. Et c'est ce qu'on va appeler la grounded cognition, traduit en français, la cognition est incarnée et située. D'accord? C'est dans notre corps, par notre corps et dans une situation donnée que la connaissance émerge. Et donc je vais vous présenter rapidement, mais alors très très rapidement, quelques illustrations de cette approche dite incarnée et située de la connaissance dans un certain nombre de domaines. Le premier, c'est dans le domaine linguistique, la capacité qu'ont les sujets à nommer des objets, donc avoir accès à la connaissance de l'objet pour le nommer. Donc l'exemple est tout simple, que je vous ai donné là, est tout simple. Vous auriez, si vous étiez sujet d'expérience, à dire ce que vous voyez là. Alors après, avec quelques nuances près, on peut s'accorder à ce que vous disiez soit une tasse, soit un mug. D'accord? Voilà. Sauf que, quand on présente cet objet, soit on le présente avec la hanse à gauche, soit on le présente avec la hanse à droite. Et les sujets dans l'expérience ont à tenir dans leur main droite une balle comprimée. Qu'est-ce qu'observent Witt et collaborateurs? C'est que lorsque l'objet a une hanse tournée vers la droite, c'est-à-dire vers la main qui comprime la balle, le temps de verbalisation de l'objet est plus élevé que lorsque la hanse est tournée de l'autre côté. L'idée derrière, c'est que dès lors que le sujet serre une balle, il y a activation de l'ensemble des réseaux moteurs et on ne peut pas deux fois de suite réactiver les réseaux moteurs. Qui fait que lorsque je perçois ma tasse, la simulation mentale que je ferai de la saisie de la tasse est bloquée par la saisie contraignante de la balle. Ça, c'est au niveau donc purement du langage et de la capacité à nommer des objets. Deuxième exemple, c'est un exemple de Witt, Profit et Epstein sur la perception des distances. Alors avec un petit schéma que j'ai employé à un de mes doctorants qui vient de soutenir sa thèse,
on va demander à des sujets d'estimer une distance. D'accord ? Et on va mettre sur les épaules de ces sujets un sac à dos. Et qu'est-ce qu'on constate ? Dès lors que le sujet a un sac à dos, y compris un sac à dos qui n'est pas lourd, la distance perçue augmente. L'idée de Witt et Profit, c'est que l'individu simule le coût énergétique du sac, comme s'il se projetait dans l'espace qu'il doit parcourir, et à ce moment-là, la distance visuelle perçue augmente. Troisième exemple, dans la mémoire, ça c'est un travail qu'on a réalisé il y a quelques années, donc une phase d'apprentissage classique, donc des mots, ensuite une phase de reconnaissance. Le but d'une phase de reconnaissance, c'est de demander au sujet, est-ce que les mots que je vous présente, vous les avez vus en apprentissage ? D'accord ? Et donc il va y avoir un certain nombre de mots qui correspondent à des objets. Et au moment de la reconnaissance, on va présenter ces objets. Et on va demander au sujet de dire si les objets qu'on leur présente sont des objets qui ont été vus dans la phase d'apprentissage. Sauf que là encore, comme tout à l'heure dans l'expérience de Witt, les objets sont orientés avec la anse à droite ou la anse à gauche. Et les sujets doivent répondre sur une touche d'ordinateur, oui, je le reconnais, oui, je ne le reconnais pas. Et qu'est-ce qu'on montre dans cette expérience ? C'est que lorsque la réponse oui est congruente avec l'axe spatial de la anse de la théière dans ce cas-là, les sujets ont une propension à répondre oui, je le reconnais, même si l'objet n'a pas été présenté au moment de l'apprentissage. C'est-à-dire que là, ils vont dire que la théière a été présentée alors qu'elle n'a pas été présentée, dès lors que la anse est tournée à droite et que le sujet répond avec la main droite sur une touche qui est à droite. Avant-dernier exemple, ça c'est un travail qui maintenant date un petit peu, c'est l'idée que dès lors que nous simulons les commandes motrices liées à ce que nous voyons, si on présente une succession d'objets qui implique la même simulation motrice, on va créer une situation que nous qualifions de fluente. Et ce que l'on a montré, c'est que dès lors qu'on est dans une situation de fluence, on colore positivement les objets que nous voyons. Donc, par exemple, dans cette expérience, on va s'apercevoir que là, c'était des mots. Le mot love va être traité plus rapidement s'il est succédé par deux objets qui simulent le même type de préhension motrice, et que le type de réponse sur sur la manette est à droite. D'accord ? On a montré avec une autre étudiante, Millot, qu'il en était de même sur des objets. Dernière expérience pour vous montrer qu'en fait, on est bien dans de l'inactif. Ça, c'est un travail un peu plus récent. Donc, toujours phase d'apprentissage, avec différents mots qu'on donne au sujet à apprendre. Ensuite, une phase de reconnaissance. Alors, cette phase de reconnaissance, elle a une particularité, c'est que les sujets doivent appuyer sur une lettre du clavier qui est présentée sur l'écran d'ordinateur. Alors, pour des raisons méthodologiques, on avait désossé totalement le clavier, on avait réorganisé complètement les lettres pour qu'il n'y ait pas d'habituation, etc. Et une fois que le sujet avait appuyé sur la lettre, le mot à reconnaître apparaissait. Les lettres étaient soit dans ce qu'on appelle l'espace ipsilatéral du sujet, donc pour un sujet droitier, l'espace ipsilatéral, c'est l'espace du côté de sa main dominante, et le contralatéral, c'est à l'opposé. D'accord ? Donc, une fois qu'il avait appuyé, le mot apparaissait, soit c'était un mot qui avait été présenté dans les apprentissages, donc on appelle ça les mots hold, soit c'était un mot nouveau. Qu'est-ce qu'a montré ces résultats ? C'est que lorsque le sujet fait un geste ipsilatéral, qui n'a rien à voir avec la tâche, c'est simplement appuyer sur le clavier. D'accord ? Dès lors qu'il fait un geste ipsilatéral, il a tendance à juger le mot comme appartenant à la liste d'apprentissage, même si le mot n'appartenait pas à la liste d'apprentissage. Il me semble que ces résultats montrent bien
que le principe de Varela, qui est de dire qu'on énacte le monde, c'est notre action qui fait la connaissance, me semble à peu près montré dans ces travaux-là. Alors la conclusion, c'est que la cognition est un système complexe ouvert, c'est-à-dire en interaction permanente avec l'environnement. Les cognitions, et pour reprendre le titre de ma communication, puisqu'on m'avait demandé de parler de cognition et de traitement de l'information, hein, les informations émergent de ces interactions, c'est-à-dire en fait elles sont construites. C'est bien le système dans sa relation au monde et dans les actions qu'il effectue qui donne du sens, donc qui fait émerger de l'information. Et donc nous ne traitons pas des informations, nous les faisons advenir, c'est-à-dire nous énactons le monde. Récemment, c'est un étudiant qui a soutenu sa thèse le mois de décembre, Joan Briglia. On a créé un modèle mathématique qui est un modèle fractal de la mémoire humaine qu'on a implémenté sur ordinateur et qui rend compte de ce caractère totalement énacté de la connaissance. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Si par hasard, vous les voyez rouges, vous vous trompez totalement parce qu'elles sont grises. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous lirez le papier de Kitaoka. Voilà. Mais ça, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer qu'on est sûr de rien et qu'en matière de cognition humaine, on est dans quelque chose qui est totalement émergent et non pas du traitement de l'information. Je vous remercie. C'est toujours terrifiant de voir qu'on en apprend de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau humain. Et j'aurais voulu faire le lien avec tout ce qui a été écrit autour de la phénoménologie. Et j'aurais voulu, j'ai pas vu de citation, enfin j'aurais voulu, comme j'ai envie d'en savoir plus, vers quels auteurs, quelles lectures on peut aller. Alors je te remercie pour cette question, parce que j'ai hésité dans mon exposé à partir sur ce qu'on appelle la métacognition, et en particulier ce concept que j'ai un petit peu abordé, qui est l'affluence. Donc les auteurs incontournables, c'est bien sûr Merleau-Ponty, hein, celui-là on ne peut pas s'échapper, mais dans le domaine de la psychologie cognitive, c'est quelqu'un qui s'appelle Whittlesey. Whittlesey, c'est W... Alors je ne sais plus où c'est quel H. Whittlesey, W-H-I... D-T-E-L-S-E-A. Mais enfin, bon, si vous voulez des informations, je vous en donnerai. Qui montre que donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la mémoire humaine et qui montre que l'individu, quand il porte un jugement, il porte un jugement sur le ressenti subjectif de la façon dont il traite l'information. Dans la dernière expérience que je vous ai présentée, c'est le titre de ce papier, il est sur de la métacognition, puisqu'en fait, le sujet base son jugement de reconnaissance, non pas sur les éléments qu'on lui présente, mais sur la subjectivité qu'il a liée à l'affluence de son mouvement. D'accord ? Et donc... mais ça, c'est, je pense, l'intérêt de l'énactivisme, si vous lisez les papiers de Varela, d'avoir, j'allais dire, ressuscité la phénoménologie comme fait scientifique et non pas une élucubration philosophique. Le sujet prend, alors, entre guillemets, de l'information sur son propre fonctionnement et cette information-là lui permet de faire des jugements. Je réagis parce que j'ai très envie. Il est là-bas. Bon, c'est pas. Oui, merci, parce que effectivement, bon, donc moi je suis plutôt dans l'écologie, et c'est vrai que
il y a un grand nombre de théories en écologie qui sont très différentes entre l'Europe et les États-Unis, parce que en fait, la nature, l'histoire en fait de la nature est très très différente entre l'Europe et les États-Unis, parce que le poids en fait du fonctionnement et la lecture qu'on en a fait est vraiment extrêmement différente. Et c'est vraiment intéressant de faire le lien avec ça, parce que du coup les théories et les manières de penser sont extrêmement différentes d'un continent à l'autre. Enfin, il y a quelques années, hein, aujourd'hui. Une deuxième, puis on aura une troisième, et après il faudra passer. Oui, ma question était sur la pertinence de finalement cette alternative. On traite l'information ou bien on la fait émerger. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que les deux existent tout simplement? Je prends un exemple. On sait que les nouveau-nés, dès les premières heures de leur vie, indépendamment des habitudes alimentaires de la mère, réagissent négativement lorsqu'on leur présente des stimuli alimentaires amers. Hein, donc ils se détournent de la mère et plutôt ils se tournent vers le sucré. De la même façon, les nouveau-nés, quelques heures après la naissance ou au maximum quelques jours, réagissent à des stimuli faciaux alors qu'ils ne réagissent pas à d'autres figures. Donc là, il y a de toute évidence un traitement de l'information qui n'est pas construit. Après, il y a effectivement au sein de chaque espèce un traitement, une construction, disons, de l'information qui relève de ce que j'ai oublié son nom, le zoologue allemand, je crois, avait appelé l'Umwelt. Hein. C'est-à-dire qu'on construit un environnement. Von Escul. Von Escul, c'est ça. On fait construire. Et donc, pourquoi opposer les deux? Pourquoi ne pas accepter que les deux soient possibles, à la fois donc traitement et émergence? Et est-ce que finalement cette réconciliation entre ces deux possibilités, ces deux pistes, on ne la retrouve pas dans la notion de cerveau bayésien ou de cerveau statisticien, tel que la développe quelqu'un comme Stanislas Dehaene, lorsqu'il dit que à la fois lorsqu'on traite ou on fait émerger de l'information, bien on fait intervenir des critères de vraisemblance, de plausibilité, et qu'en fonction de ça, on traite ou on fait émerger de l'information. Ouais. Alors là, ça mériterait qu'on passe quelques heures. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours des positions radicales. Alors j'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir des positions radicales que mi-chèvre, mi-chou. Et donc je me réfère à quelqu'un en épistémologie de la science qui s'appelle Kuhn et qui considère qu'on doit confronter les paradigmes avant de trouver quelque chose ensemble. Mais pour moi, le problème majeur qu'il y a derrière, il est très important. Parce que si je suis revenu à vous rappeler que les modèles de la cognition humaine sont des modèles de la cybernétique, c'est pas pour rien. Parce que le modèle dominant depuis les années 50, c'est la cybernétique de premier ordre, qui réduit à ce moment-là la cognition humaine à de la saisie de l'information qui existerait sur un monde indépendamment du sujet, alors que l'autre considère que c'est nous qui construisons le monde. Et si je prends un domaine que je connais un peu, puisque je m'intéresse à la mémoire, je suis obligé de m'intéresser aux personnes vieillissantes, ça a des conséquences assez importantes dans le domaine du vieillissement. Parce que si on considère que notre cognition, elle n'est que le produit de l'interaction que nous avons avec l'environnement, avec ce que notre corps peut faire, alors il est intéressant dans le vieillissement de se poser la question de la capacité motrice et gestuelle d'une personne âgée au niveau, par exemple, d'un test de mémoire. Et quand on prend en compte ces dimensions-là, on a maintenant pas mal de travaux, et je regarde mon collègue de STAPS qui est au fond, parce qu'il y a un collègue de STAPS de Clermont qui a fait de très beaux travaux là-dessus, c'est Chambon, qui montre que quand on prend en compte ces dimensions-là, au niveau de tests neuropsychologiques permettant d'évaluer la mémoire humaine, la personne âgée qui était dans les tests traditionnels déficitaires ne devient plus déficitaire. Voilà. Et ça me paraît important. Alors, après, on peut arriver à trouver un terrain d'entente. D'accord ? Mais je considère qu'il est intéressant d'essayer de pousser les paradigmes jusqu'à leur ultime ressource pour voir un petit peu celui qui tiendra après. Mais ça, c'est ma personnalité sévenole qui veut ça. Une dernière question, et on va passer.
Oui. Il marche le micro là? Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ah, Je sais pas s'il très marche, bien. mais je vous entends. Bon, merci Monsieur Brouillet. J'avais une remarque et une question. Bon, la remarque, c'est que du point de vue historique, avant Merleau-Ponty, bon, il y a Husserl, et avant Husserl, il y a Kant. Je crois que c'est à lui qu'on doit, peut-être pour la première fois, l'idée que le monde de l'expérience, il est construit, il n'est pas seulement reçu, mais il est construit avec les formes a priori, la sensibilité, espace et temps, et puis il est mis en forme aussi, pensé avec les concepts. Voilà, donc je pense que sur le plan historique, on pourrait remonter jusqu'à Kant. Ah oui, hein. oui, oui. Voilà. C'est une question qui remonte à l'Antiquité. Oui, hein. bien sûr. Entre Aristote et Platon, Voilà. déjà, on avait la question. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est avec Merleau-Ponty que le corps propre. Voilà. Bon, alors, ma question, je suis à la fois un petit peu fasciné, mais aussi gêné par les expériences que vous avez présentées. Gêné, je vais vous dire pourquoi. Parce que, est-ce que vous mesurez ou est-ce que vous observez la façon dont on reconnaît ou pas des objets, ou est-ce que vous observez et mesurez la façon dont on répond à une question sur un clavier d'ordinateur? Dans la reconnaissance familière des objets, bon, ben, je reconnais une bouteille, des verres sur la table. Il n'y a pas le passage sensorimoteur par le fait d'appuyer sur un clavier. Alors, je ne dis pas que le sensorimoteur n'intervient pas. Je pense comme vous qu'il intervient. Mais toutes ces expériences où le sujet doit répondre à des questions via l'ordinateur, finalement, cette action sensorimotrice, elle ne révèle peut-être pas l'authenticité, la fidélité de l'expérience psychologique elle-même. C'est ça qui me gêne un petit peu. Alors, je vais vous répondre en vous renvoyant à un travail de O'Regan et Noé sur ce qu'on appelle les contingences sensorimotrices, où eux ne s'intéressent uniquement qu'au mouvement oculaire. Qu'au mouvement oculaire. Et qui montrent que le mouvement oculaire est exactement comme le geste de la main quand on perçoit des objets. Et que la perception d'un objet, sa forme, etc., est liée à ces mouvements-là. C'est-à-dire que quand on y regarde de très près, il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas du sensoriel et surtout du moteur. Et surtout du moteur, hein, plus que du sensoriel.